Serge Tisseron, psychanalyste, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies de l'Institut, auteur de nombreux ouvrages et notamment chez Albin Michel, Vérité et mensonges de nos émotions ou encore L'empathie au cœur du jeu social. Vous publierez en septembre Déni, la fabrique de l'aveuglement. Alors, la pandémie de Covid-19 a révélé une autre épidémie, celle que vous appelez du syndrome de l'autruche. Et cette pandémie a projeté au premier plan des formes de déni et de théories du complot spectaculaires, ce qui vous a incité, alors ça je trouve très intéressant, vous dites finalement c'est parce qu'il y a eu ces dénis et ces théories du complot si évidentes, si visibles, que vous avez commencé à vous intéresser peut-être à celles qu'on n'avait pas vues avant. Oui, tout à fait. Alors merci aux éditions Albin Michel de m'accompagner si bien depuis des années, notamment à Mathilde Nobécourt, bien sûr. Et oui, je suis entré dans la problématique du déni parce que le mot était partout. Et au début, je ne voyais pas la continuité avec la théorie du complot. Je voyais le déni par la petite porte, celle qui m'était familière en psychiatrie, c'est-à-dire il nous arrive un drame dans la vie, un deuil, un accident grave, et il arrive à beaucoup d'entre nous de nous dire mais c'est pas possible, l'annonce de la mort de soi-même, d'un proche, c'est pas possible, le médecin s'est trompé, je vais m'en sortir plus vite qu'il le dit, etc. Et donc voilà. En psychiatrie, le déni, c'est un mécanisme protecteur. C'est une manière d'attendre. Voilà, on se met en stand-by. On attend que les circonstances soient plus favorables pour arriver à accepter les difficultés et à les surmonter. On attend un interlocuteur. On attend peut-être aussi d'aller un peu mieux, voilà, ou de réaliser qu'on va de plus en plus mal. Et donc, je suis entré dans le déni par cette porte-là. Puis je me suis aperçu en fait que le déni, c'est un peu un mot valise, hein, c'est-à-dire il n'y a pas le déni, il y a les dénis. Et puis on a parlé du déni autour des gilets jaunes, du déni par rapport à des médecins qui refusaient le vaccin, à des infirmiers qui refusaient le masque, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de portes d'entrée possibles dans le déni, mais je me suis aperçu aussi que souvent, il n'y avait qu'une seule porte de sortie, c'était la théorie du complot. Et donc, du coup, je l'ai confronté à cette idée que le déni a des aspects très positifs. Hein, l'être humain n'a pas mis en place le mécanisme psychique du déni. C'est même indispensable parfois. Voilà, indispensable. L'être humain, quand un mécanisme psychique est solidement organisé dans l'être humain, c'est pas pour s'autodétruire, hein, parce que sinon on n'existerait plus. Donc tout ce qui existe chez l'être humain, ça a vocation au moins en partie de faire en sorte qu'on dépasse les difficultés individuellement, collectivement, qu'on continue à exister, à transmettre notre patrimoine génétique, etc. Donc je suis entré par là, et puis je me suis aperçu qu'en fait le déni avait complètement changé de nature. Alors principalement, on vient de l'évoquer avec Daniel Cohen, autour du développement des technologies numériques. C'est-à-dire que vous entrez dans le déni, alors pour une porte d'entrée ou une autre, on pourra les préciser, et puis le déni est une situation instable, parce qu'on est toujours menacé d'être contredit. Le déni, ce n'est pas un biais cognitif, hein, ce n'est pas une erreur de jugement. Si c'était une erreur de jugement, quand vous rencontrez quelqu'un qui est dans le déni, il suffirait de lui citer quelques recherches scientifiques, manifestement confirmées par les pairs, comme on dit, indiscutable, et il serait amené à s'y ranger. Ça, c'est la définition du biais cognitif. Vous expliquez très très bien la différence entre les deux au début du livre. Le déni, c'est une volonté de s'aveugler. Alors, volonté de s'aveugler, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, pour des raisons tout à fait compréhensibles, refuser une difficulté parce qu'on n'a pas les moyens de l'affronter, donc on la refuse provisoirement. Puis ça peut être aussi une manière de s'enfermer, effectivement, et on s'enferme d'autant plus dans un déni qu'on y est conforté par l'entourage. C'est-à-dire même au niveau d'un deuil, si votre entourage vous dit « mais c'est pas si grave, ça va passer », d'autres ont vécu la même chose, ben vous risquez de vous arc-bouter et de vous dire « non, moi, mon amour pour ma femme, mon mari, ça n'avait rien de pareil, etc. » Puis du coup, vous enfermez dans le déni. Donc si l'entourage, au contraire, accepte que vous viviez le déni, au moins provisoirement, que votre entourage accepte que vous parliez au disparu, comme s'il était encore là parfois, voilà, que vous mettez 2 assiettes sur la table, pourquoi pas, même que vous vivez tout seul, ça vous passera, bon, ça peut être un moment intermédiaire. Si votre entourage ne vous contredit pas, là, vous pouvez dépasser le déni. Et alors le problème, c'est que sur Internet, quel que soit le déni dans lequel vous vous installez, comme ça a bien été dit par Daniel Cohen, vous trouvez toujours des gens pour vous dire « eh bien oui, bien sûr ouais. ». Et puis, il faut justifier le bien sûr. Alors vient la théorie du complot. Ouais. Et la théorie du complot verrouille le déni. On ne va pas aller trop vite, voilà. Parce que j'aimerais faire une étape avant. Parce qu'un déni, c'est un déni, mais ce que vous démontrez très bien, c'est des dénis apparemment sans rapport les uns avec les autres peuvent se renforcer mutuellement.
Oui, alors ça, c'est un élément important, notamment par rapport au message que le livre délivrait, c'est-à-dire comment on sort des dénis. Il faut comprendre que les dénis, ils se confortent tous les uns les autres. Il n'y a pas des dénis intimes et des dénis publics. Enfin, évidemment, on peut les argumenter comme ça. Il n'y a pas des petits dénis et des grands dénis. Il y a des dénis. Et dès qu'il y a un déni quelque part, il s'articule à d'autres dénis. Il prépare la voie à d'autres dénis. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des dénis dans leur vie privée, voilà, de gens qui mènent des vies doubles, voilà, ou des gens qui n'arrivent pas à accepter que leur enfant grandisse, qu'ils puissent s'autonomiser. Je parle beaucoup du déni de l'adolescent, enfin de la façon dont l'adolescent produit des dénis en réaction à ce que ses parents lui disent, et les parents sont aussi dans le déni que l'ado a changé, mais elles ne veulent pas le reconnaître. Voilà, les dénis contre dénis. Donc les dénis se renforcent toujours mutuellement, et donc ça c'est la mauvaise nouvelle, j'en parle beaucoup par rapport au déni climatique évidemment, mais la bonne nouvelle c'est que si on arrive à couper les petits dénis de la vie privée, on facilite considérablement la possibilité dans laquelle on se trouve d'aborder des dénis plus graves. Voilà. Et donc, du coup, cette manière dont les dénis s'articulent les uns aux autres, et même sur le plan politique, hein, puisque je donne l'exemple de la Pologne qui a beaucoup mieux accepté de reconnaître le massacre des Juifs, alors que jusque-là, il l'avait toujours refusé, lorsque la Russie a accepté de reconnaître le massacre des élites polonaises dans la forêt de Katyn. Les deux suivent de très près. Donc même au niveau d'un pays, le fait qu'un peuple se voit reconnaître par un autre peuple, comme un peuple, le déni pesant sur une situation catastrophique vécue par un peuple est levé par un autre peuple, les actes cataclysmiques, enfin les actes abominables qu'il a commis lui-même peuvent être mieux reconnus. Donc les dénis comme ça se tricotent toujours mutuellement sur le plan intime, sur le plan privé, sur le plan social, sur le plan politique. Voilà, et donc bonne nouvelle, si on commence à s'attaquer aux petits dénis de la vie quotidienne, on arrive à entamer des dénis beaucoup plus graves. Exemple du réchauffement climatique, oui. Puisque finalement, bien sûr, le réchauffement climatique, c'est un problème énorme, mais on n'a jamais affaire chacun au problème énorme dans sa globalité. On a affaire chacun à notre radiateur qu'on règle plus ou moins fort, à la douche qu'on prend plus ou moins longue, à ce qu'on achète comme nourriture. Donc en fait, on a toujours affaire qu'à des petites choses. Et c'est ces petites choses qui, finalement, peuvent permettre de ne pas perdre de vue l'existence des gros dénis quand on ne perd pas de vue l'existence des petits. Votre livre a un grand mérite. Moi, je n'arrivais pas à comprendre comment des gens cultivés, sensés, finissaient par croire à certaines théories du complot. Et bien, ces théories du complot, finalement, ce sont des dénis qui veulent convaincre. Et du coup, j'ai beaucoup mieux compris. Oui, alors il y a souvent quelque chose de vrai dans les théories du complot. Rappelez-vous d'une des théories du complot qui a fait beaucoup rire. C'était cette idée que lorsqu'on nous passait un écouvillon dans le nez ou lorsqu'on nous vaccinait, en réalité, on nous injectait une petite puce informatique, voilà, qui ensuite pourrait être téléguidée par la 5G pour modifier nos pensées et évidemment les modifier en fonction des attentes des fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et donc, c'est très intéressant parce que c'était une façon pour beaucoup de gens de dire leur inquiétude d'être manipulés par les GAFAM, mais c'est tellement compliqué les procédés utilisés par les GAFAM pour nous manipuler, c'est tellement abyssal, les algorithmes sont tellement compliqués, ils nous laissent tellement l'illusion de la liberté, alors qu'en fait on ne l'est pas du tout libre quand on les utilise, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur Internet. Et du coup, c'était une manière métaphorique d'essayer de faire valoir une vérité, une manière maladroite et métaphorique. Donc, ce qui veut dire aussi que quand on est avec quelqu'un qui est dans le déni, il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui dire mais comment vous vivez la situation actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce n'est pas facile hein, aujourd'hui, la vie, voilà. Et puis, petit à petit, en vous parlant de lui, il arrive souvent qu'ils vous disent oui, je préfère penser ça parce que si je ne le pensais pas, je serais trop angoissé. Voilà. Ou je préfère croire ça parce que finalement, c'est moins inquiétant que ce que je croirais si je n'étais pas convaincu de sa théorie du complot. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a aussi toute une logique de savoir comment parler aux gens qui sont dans le déni. Et évidemment, là, on rejoint des questions de bienveillance, des questions de prendre soin, le care, voilà, le fameux care anglo-saxon, c'est-à-dire de se préoccuper des gens dans la globalité de leur vie et pas se focaliser sur le petit truc à quoi ils se cramponnent, parce que ça leur paraît une manière de sauver leur narcissisme, leur originalité, leur dignité. Voilà. Oui. Un tout dernier mot, mais vraiment très rapidement, on va faire un tout petit peu de prévention. Le meilleur moyen de ne pas s'enfermer dans le déni
déni, c'est de s'entourer de gens qui ne pensent pas comme nous. Oui, alors il y a plusieurs manières. Il y a un petit catalogue à la fin des différentes manières d'éviter de s'enfermer dans le déni. Mais alors, oui, s'exposer à des situations nouvelles, rencontrer des gens qui pensent autrement que nous, et bien évidemment pas les rencontrer sur Internet, puisque les algorithmes sur Internet sont fabriqués pour que vous rencontrez des gens qui pensent comme vous. Donc la fin du Covid est heureusement propice à cette bonne santé, cette bonne gestion de la santé mentale. Merci beaucoup Serge Tisseron. Déni, la fabrique de l'aveuglement, c'est le titre de votre ouvrage à paraître en septembre.